De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Dianzia Oris Armel Bongoudou, politologue, Pierre Franklin Tavares, philosophe, Emmanuel Okamba, économiste. Juste avant la pause, nous parlions donc de ce meeting qui s'est tenu ce mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Emmanuel Okamba, donc ma question de départ, est-ce que Félix Tshisekedi est véritablement l'homme à même de rassembler finalement l'opposition congolaise et conduire finalement cette opposition jusqu'à la victoire à l'élection présidentielle? On sait qu'il y a d'autres candidats qui se présentent. Oui, il en a la carrure comme tous les autres. En plus, il hérite du parti de son père. Donc tout à l'heure, quand je parlais de dynasties qui se constituent, n'est-ce pas, des monarchies africaines qui se constituent, il est quand même l'héritier de son père. Monsieur Kabila est aussi héritier de son père. Mais justement, est-ce que Félix Tshisekedi ne va pas être jugé justement par rapport à la stature de son père? Là est le problème. Là est tout le problème, c'est-à-dire que ce fameux modèle dont je vous parlais, qui fait qu'en Afrique, vous avez le régime présidentiel, c'est le plus important. 65% des régimes des pays africains, c'est le régime présidentiel. Or, c'est quoi le régime présidentiel? C'est un régime dans lequel le président est en même temps Premier ministre, comme aux États-Unis. Voilà. C'est une forme de monarchie pure et dure. Dans les pays où le pouvoir est divisé entre le Premier ministre et le président de la République, le régime parlementaire, donc, il y a 35% des régimes africains. Donc, les pays où ça se passe bien, où il n'y a pas trop de heurts, ce sont les pays où, justement, il y a le régime parlementaire. Et dans les pays majoritaires, c'est-à-dire en Afrique, eh bien, c'est là où il y a cette république monarchique et qui est là comme un perturbateur, n'est-ce pas? Parce que le mouvement devrait se faire, normalement, vers ce régime présidentiel, vers le régime parlementaire. Mais on s'aperçoit que ce régime présidentiel, qui est plus proche des monarchies traditionnelles, eh bien, c'est le plus important. Donc, on peut quand même se poser la question, est-ce que l'Afrique veut, ou en tout cas développe, un modèle de type république monarchique? Mais je pense que la question que se posent avant tout les Congolais, c'est est-ce que cette élection va véritablement pouvoir se tenir et avec quel candidat? Est-ce que l'opposition va pouvoir finalement aboutir à une candidature commune? Oui, bien sûr. Une chose est certaine, c'est que, vu toutes les pressions internationales qu'il y a sur Kabila, les élections auront bel et bien lieu on espère le 23 décembre. Oui. Et comme l'autre l'a dit, nous sommes dans une sorte de bataille de fils d'eux, ce que j'appelle les fils d'eux. Kabila est le fils de son père, Tshisekedi était le fils de son père. Il y a eu une certaine période, Nzaga Mobutu, qui a été même le vice-premier ministre de Kabila. Et je pense que Félix Tshisekedi a très bien fait de refuser le poste de Premier ministre, de se rapprocher du pouvoir en place. Pourquoi? Parce que lorsqu'on constate au niveau du clan Kabila, il y a quand même des hommes capables de gagner une élection. Il ne faut pas l'oublier dans le clan Kabila. Et ça, il faut le mentionner. D'abord, parmi la famille du président Kabila, il y a sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle qu'on appelle Jeannette Kabila. Et je cite aussi l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui est un homme très charismatique, un homme très intellectuel, qui a appelé même à être celui qui va assurer la succession de Kabila. Donc, face à tout ce qui va se tramer du côté du parti au pouvoir, l'opposition n'aura qu'un maître mot lors des élections, ça sera l'union et la candidature unique. En tout cas, c'est toujours pas d'actualité. Pierre Franklin Tavares. On peut dire, je voudrais juste nuancer les propos de mes collègues. Dans les deux cas, dans le cas de celui de Kabila et de Tshisekedi, il n'y a pas d'héritage. C'est par la force qu'ils ont pris le pouvoir ou de manière démocratique pour ce qui concerne Étienne Tshisekedi. Par conséquent, il faut nuancer cette histoire d'héritage qui peut même être, si nous y apportons tout le concours et toute l'intelligence nécessaire, un moment de rupture réelle. On voit que souvent les fils qui succèdent
ne pratiquent pas automatiquement ce que faisaient leurs pères. Le cas du Maroc, à cet égard, est emblématique. Je passerai sur les autres exemples. Donc je crois qu'il faut garder nuance là-dessus. Pour revenir maintenant sur la question que vous posez, bien évidemment, c'est un défi. Toute personne, tout candidat politique est partagé, est sollicité. Moi, je crois qu'il a le charisme. Je crois qu'il y a un contexte international avec les grandes chancelleries qui sont plutôt favorables et qui exercent dès à présent des pressions pour que l'opposition aille à la cohésion, d'abord, ensuite à l'unité et probablement à l'alternance. Je crois qu'il y aura l'alternance. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage de ce meeting qui s'est tenu ce mardi à Kinshasa. Une toute autre actualité dans notre grand angle. Une croissance élevée mais pas assez inclusif. Le FMI a terminé sa mission en Guinée et voilà ce qui ressort. 7% de croissance pour l'année 2018, mais 55% des Guinéens vivent encore sous le seuil de pauvreté. Pour le FMI, il faut adopter des mesures correctives. Explication, Siamlo, Victoria Senji. La situation économique de la Guinée est peu reluisante. C'est ce qui ressort de la mission d'évaluation d'une équipe conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale effectuée sur 2 semaines. C'était dans le cadre de la revue du programme de facilité élargie de crédit pour l'année 2018. La mission révèle des points de non-conformité par rapport à des recommandations déjà émises en 2017 où la croissance avait été projetée à 6,7%. Pour 2018, la Guinée ne pourra gagner que 0,3 points de plus car la croissance attendue est de 7%. Au niveau de la politique des résultats budgétaires, on a vu des faiblesses par rapport aux résultats auxquels on s'attendait à cause de plusieurs facteurs. Les recettes se sont retrouvées plus basses qu'attendues et des dépenses plus élevées. Au cours de l'année 2017, l'inflation a aussi augmenté. Pourtant, lors de sa précédente mission en mai 2017, la délégation du Fonds monétaire international avait félicité les efforts du gouvernement guinéen en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques monétaires prudentes et de consolidation budgétaire qui ont permis de réduire le déficit budgétaire de base en 2016 à 0,7% du PIB sous l'effet conjugué d'une augmentation des revenus et d'une réduction des dépenses. Si vous avez 2 points de croissance en plus et que les montants ne vont pas là où les besoins sont les plus criants, vous comprenez bien que les conditions de vie de la population ne s'améliorent pas. Gagner 1 point de croissance entre de 2016 à 2017 et se retrouver dans une mauvaise posture sur le plan économique. Vous remarquerez que le taux d'inflation tourne toujours autour de 8%, ce qui n'a pas bougé par contre. La croissance est une chose, la répartition de cette croissance en est une autre. Le FMI et la Banque mondiale ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures pour corriger cette contre-performance. Rappelons qu'en décembre 2017, le Fonds monétaire international a approuvé le nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 650 millions de dollars sur la période 2018 à 2020. Alors le FMI annonce donc une croissance avoisinant les 7% pour l'année 2018. La croissance est donc de retour en Guinée, Pierre-Franklin Tavares, mais le défi c'est qu'elle soit partagée. Le défi c'est donc l'inclusivité de cette croissance. Je crois que votre économiste commentateur l'a dit. La croissance en elle-même ne sont que des chiffres, si je puis dire. Le plus important c'est pour un pays, pour la cohésion nationale, pour l'unité des classes sociales qui composent une nation, c'est de savoir comment elle se répartit. Dans le cas, et en l'espèce, il ne semble pas que les efforts soient suffisants. La lutte contre la pauvreté n'a pas marqué de réel succès, et on aurait pu s'attendre, au regard du profil et de l'expérience et du parcours intellectuel et politique du président Alpha Condé, à des corrections plus précoces et plus profondes. Emmanuel Okamba. Oui, alors on peut se poser la question finalement à quoi servent les financements du FMI. Si le FMI est intervenu depuis un certain moment dans ce pays, comme dans tant d'autres d'ailleurs,
et que la croissance, finalement, n'est pas inclusive. Il y en a qui en bénéficient, il y en a qui n'en bénéficient pas. La pauvreté s'accroît. Donc, à un moment donné, on doit se poser la question, à quoi servent finalement les financements du FMI si les autorités ne font pas d'efforts pour distribuer convenablement, je dirais avec plus d'équité, les fruits de cette croissance entre l'ensemble des membres de la société. Et donc le FMI qui intervient aujourd'hui dans ce pays, donc la Guinée, ben, on peut déjà féliciter la Guinée d'avoir obtenu cet accord parce que ce n'est pas le cas partout. Vous savez, il y a des pays en ce moment qui sont en train de souffrir pour essayer d'arriver à un accord. Donc si la Guinée a fait cet effort d'arriver à ce point, avec une appréciation... En même temps, on ne peut pas se féliciter d'être aidé, Monsieur Okamba. Oui, on ne peut pas se féliciter d'être aidé, mais si on doit faire face à des chocs structurels de l'économie, je pense que l'aide n'est pas mauvaise en soi. Même les grandes puissances, la France, tout ça, au sortir de la guerre, ont bénéficié des aides. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'aide? Voilà, c'est là tout le problème. Alors, vous avez parlé justement de problèmes structurels, donc c'est peut-être là où réside le problème, Monsieur Bondou. Non, mais effectivement, c'est un peu une mode dans la plupart des États africains. On constate une forte élévation de la croissance économique, on constate que l'économie, tous les indicateurs sont au vert, on constate de la Côte d'Ivoire, en allant au Mali jusqu'en Guinée, plein de chantiers, les infrastructures, mais on a comme l'impression que ce qui est valorisé au niveau de ces pays, ce sont seulement que les infrastructures. Mais tout cela tranche carrément avec les réalités sociales. Parce qu'au-delà des infrastructures, on se demande aujourd'hui ce que gagne la population dans toute cette croissance. Le problème de ces pays, c'est au niveau de la répartition équitable. C'est ce qui n'est pas établi à leur niveau. Et aujourd'hui, quand vous parcourez tous ces pays, le peuple est clair et vous dit que la croissance ne se mange pas. Donc la croissance ne veut rien dire. Oui, elle ne veut rien dire, elle ne se mange pas. De 7%, c'est assez incroyable. Donc je vous laisse la parole, Emmanuel Okamba. Oui, une croissance de 7%, c'est très important. Et tout le problème est donc de savoir comment cette croissance se répartit dans les coûts. Alors qui bénéficie de cette croissance? Qui bénéficie finalement? Eh bien, le problème, c'est que les investisseurs qui viennent dans le pays, qui vont en profiter, soi-disant sous couvert de ces infrastructures. Donc vous avez une sorte donc, de mouvement de fonds des investisseurs qui viennent et qui récupèrent finalement cette croissance et qui repartent avec. Les fonds du Fonds monétaire, finalement, quelles sont les entreprises qui viennent pour faire des affaires en Afrique? Ce sont les affaires occidentales. Les entreprises occidentales qui viennent. Donc finalement, cet argent qu'on prête aux Africains et que les Africains vont payer des intérêts dessus, eh bien, ne fait qu'un tour, n'est-ce pas, qui quitte les États-Unis ou l'Europe. Eh bien, l'argent atterrit en Afrique et repart immédiatement dans les avions. Donc, ça pose un problème. Et on peut comprendre ce que disaient certains économistes, qu'à un moment donné, il faudra que l'Afrique refuse le développement. Vous voyez, c'est-à-dire que le développement qui est indiqué, que l'on trouve dans les documents, qui est écrit, qui est calculé, on vous dit, ben voilà, vous avez tel niveau de développement, mais en réalité, monsieur tout le monde, le matin, à midi, il ne fait pas bouillir sa marmite. Donc, si la marmite ne bout pas, le citoyen lambda, il ne comprend pas ce que ça veut dire, cette histoire de croissance. Donc ces fonds qui viennent et qui repartent ne servent pas au développement. Pierre-Franklin Tavares. Oui, je crois que Samir Amin, il y a quelques années, avait une formule qui me reste encore valable. Il disait en substance, parlant de quelques cas, et notamment celui de la Guinée peut entrer dans ce cadre-là, de croissance sans développement. En outre, on a maintenant un deuxième écueil, c'est que non seulement il n'y a pas de développement, mais en plus il y a une propension à la précarité. C'est pour ça que la croissance, comme chiffre, comme indicateur macroéconomique, intéresse un peu plus le FMI que les classes sociales africaines. Et donc là, je crois qu'il y a
critique à faire. Et si critique il y a, il faut dire qu'elle tient essentiellement à la qualité des hommes politiques et de la classe politique. C'est elle qui décide in fine comment elle peut répartir les fruits de la croissance. Et quand elle ne le veut pas, elle ne le fait pas. Et quand elle ne le fait pas pour ces populations, elle le fait en substance pour quelques personnes. Et donc, sous la notion de croissance, nous revenons au débat précédent. Alors, vous avez parlé il y a quelques secondes donc, de ce soutien du FMI à la Guinée. Alors, c'est en décembre qu'un nouvel accord triennal a été conclu avec la Guinée. 650 millions de dollars plus précisément pour la période 2018-2020. Est-ce que cette contre-performance peut justement remettre en question ce soutien du Fonds monétaire? Oui, effectivement. Vous savez, les prêts qui sont obtenus auprès des institutions financières internationales donnent, il faut l'avouer, une bouffée d'oxygène aux économies africaines. Mais attention au problème de l'endettement, puisque les États africains ont connu ce même problème il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. À quoi sert l'endettement, au juste? Puisque nous savons que l'aide occidentale n'est jamais gratuite. Elle est toujours remboursable avec des taux d'intérêt. Donc les gouvernants guinéens vont encore s'endetter auprès de ces institutions financières internationales pour créer des infrastructures qui vont servir aux multinationales de bien élaborer leur exploitation en Afrique sans que cela profite même au peuple guinéen. Voilà, donc l'endettement va encore s'activer au niveau de la Guinée et c'est ce qui est dangereux. Lorsqu'on constate donc, que depuis les années 80, le FMI a une emprise sur les pays, sur les États africains, par le biais de l'endettement. Attention, voilà, parce que cet endettement permet à toute structure, à la structure néocolonialiste de tenir encore les pays africains. Voilà. Et ça, il faut faire attention. En tout cas, les pays africains peuvent s'en détacher du FMI. Oui, effectivement. Concernant le problème de l'endettement, il y a aujourd'hui une catégorie d'économistes au niveau des Africains menés même par Tidjane Thiam, qui soutiennent que les États africains n'ont pas forcément besoin de recourir à l'endettement. Mais oui, puisque là, on parle quand même de 650 millions de dollars. C'est dérisoire comme somme. Donc, est-ce que la Guinée n'est pas capable de mettre sur la table 650 millions de dollars compte tenu de la richesse de son sous-sol? Voilà, quand on constate aussi toutes ces richesses fabuleuses, il peut y avoir forcément d'autres options. D'autres options qui pourraient consister à chercher à revaloriser ce sous-sol riche. Il peut y avoir d'autres options que de recourir forcément au prêt, selon moi. Un dernier mot, M. Tavares. Oui, mais tout dépend, y compris de la pauvreté, de la croissance et de la dette, de ce qu'on en fait. La dette peut être un facteur d'investissement. Il n'y a aucune institution au monde qui ne, à chaque fois qu'elle investit, moi je suis élu dans une ville moyenne d'Île-de-France, mais la ville est sans dette. L'important est de savoir ce qu'elle fait avec la dette. La dette est un outil. La dette est un outil. Si on l'oriente à la destination d'un clan ou d'une tyrannie, elle est catastrophique. Prenez le cas du Cap-Vert, qui est un pays qui s'est beaucoup endetté. Elle avait un PIB à l'accès à l'indépendance de 200 $. Aujourd'hui, elle est à 4 000 $. La dette a beaucoup contribué à cela. Vous voyez, je reviendrai toujours sur cela. Tout dépend de la qualité des hommes qui prennent ou qu'on mette au pouvoir. Vous voulez intervenir, M. Okamba? La dette est importante justement lorsqu'elle génère un effet de levier. OK? C'est-à-dire que la dette vient améliorer la rentabilité des fonds que dispose le pays. Or, dans la plupart des pays africains, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier, il y a plus l'effet de massue. C'est-à-dire plus vous vous endettez encore davantage. Vous voyez? Et on rentre donc dans un cycle absolument destructeur qui fait que la dette ne sert plus au développement. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les experts du FMI qui viennent évaluer le niveau d'endettement et qui, en fonction de ce niveau d'endettement, fixent l'aide à accorder aux différents États, ne font pas attention à cette notion d'effet de levier. Et il devrait observer davantage cet effet parce que s'il n'y a pas d'effet de levier, eh bien la dette vient tuer le développement.
Oui. Et c'est ce qui se passe. Non, mais il faudrait préciser aussi qu'il y a quelques années, la plupart des États africains ont bénéficié de l'annulation de la dette à travers l'initiative PPTE. Donc, en principe, on sait qu'un État doit respecter la norme de 60% de son budget. Mais l'initiative PPTE est venue de donner une bouffée d'oxygène à ces États qui peut leur permettre de se réendetter normalement afin de subvenir aux différents enjeux du moment. Donc, dans ce cas, on peut dire que la dette peut être un aspect positif. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.